qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche les récits des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Notre dev du jour vous dira qu'il est arrivé dans l'informatique un peu par chance via un DUT informatique puis une école d'ingénieur dont il est sorti diplômé en 2009. Il passe ensuite 7 ans en tant que développeur à explorer les divers aspects du métier, agilité, Scrum, test, performance, SQL, NoSQL, Cloud, DevOps, donc pas mal de techniques quand même dans tout ça. Créateur du meetup Node.js Strasbourg, il a également participé à des conférences et été formateur en Node.js. En 2016, alors qu'il change d'entreprise, il amorce une transition vers le management, un rôle d'engineering manager qu'il occupe toujours aujourd'hui dans la même entreprise depuis 7 ans. Bienvenue Jean-Sébastien. Salut Donatien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Est-ce que je voulais commencer par une petite question. Est-ce que la qualité, c'est un truc qui est important pour toi? Parce que tu m'as dit que c'était un peu un truc sur lequel tu mettais l'accent dans ton travail. Et tu m'as pas mal posé de questions sur quand on s'est appelé en intro. Est-ce que ce que tu disais, c'était bien? J'ai vu que tu avais bien préparé le podcast. Est-ce que la qualité, c'est un truc qui te tient vraiment à cœur partout? La qualité, en effet, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Alors là, tu évoques la préparation du podcast. Aujourd'hui, pour illustrer un peu ça, moi, je me sens pas vraiment dans ma zone de confort. Tu vois, pour parler de moi, c'est pas un exercice auquel j'ai l'habitude. Et en général, quand je fais des présentations en entreprise, c'est aussi important pour moi de tout bien préparer, mes slides, mon pitch. J'écris toujours tout à l'avance. Mais quand je pense à la qualité, c'est plus d'une manière générale sur ce qu'on produit avec les équipes de dev, de la ligne de code jusqu'à la mise en production pour que tout se passe au mieux. Ok, bon, tu te mets pas la pression là. Petite pression, comme je te dis, je suis pas dans ma zone de confort, mais voilà, je pense que ça va bien se passer, ça rend l'exercice intéressant. Oui, ça va le faire, t'en fais pas. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au dev? Pourquoi le dev? Comme tu le disais justement dans ta présentation, les débuts de mon aventure dans le dev, ça a été un peu un hasard. J'ai toujours aimé bidouiller l'ordinateur familial quand j'étais plus jeune, essayer de fouiller dans le système de fichiers. Euh, au début, j'avais pas forcément de connexion Internet, hein, parce que voilà, moi, j'ai 37 ans, je suis de 86, et donc, j'ai une connexion Internet plutôt tardivement. Mais bon, voilà, par exemple, j'essaie de mettre aussi des CD-ROM dans l'ordinateur, les CD-ROM de provider Internet sans qu'il y ait de modem branché, ça marchait pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Donc, j'ai toujours un peu bidouillé comme ça. Et puis, finalement, par chance, parce que à la sortie de mon bac scientifique, j'ai hésité entre plusieurs chemins possibles, de la physique, de la chimie et de l'informatique. Et j'ai choisi l'informatique et ça m'a plu et j'y ai continué. Voilà. Ok. Et donc après, effectivement, le DUT et l'école d'ingé dont on parlait très rapidement. Ta première grosse expérience en tant que dev, du coup, ça a été quand t'es sorti de l'école d'ingé chez Price Minister. Yes. Dans quel cadre tu arrives dans cette équipe, enfin dans cette boîte, je veux dire, en termes de taille d'équipe, etc. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres en tant que dev junior là-bas? Alors, ce qui m'a amené chez Price Minister, déjà, c'était une entreprise qui faisait confiance aux jeunes développeurs, et c'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est aussi grâce à eux que j'ai eu cette opportunité. Une entreprise qui n'hésitait pas à faire rentrer des stagiaires, à leur proposer un contrat, et donc effectivement, moi, ils m'ont pris en sortie d'école. Alors, j'étais pas complètement débutant non plus parce que j'ai fait mon école d'ingé en apprentissage
Et donc, j'étais quand même armé de 18 mois en entreprise, plus mes stages précédents en DUT. Donc ça a quand même aidé d'avoir cette vie d'entreprise. C'est 18 mois répartis sur 3 ans d'école qui représentaient quand même un attachement à une entreprise et pas contrairement à d'autres projets qui auraient pu être faits à droite, à gauche. Donc c'est ça qui m'a amené chez eux. Ça répond à ta question? Ouais, après, du coup, dans l'équipe dans laquelle tu étais, elle était structurée comment? Euh, alors, structure, quand je suis rentré chez Presse Ministère, j'ai tout de suite été intégré dans une équipe agile, évoluant sur la méthode au Scrum. Et donc, en termes de taille d'équipe, on était, la première équipe que j'ai intégrée, on devait être environ 6 personnes avec un manager, 2 tech leads et 3-4 développeurs. Voilà, ça remonte un peu tout ça. Et puis après, très rapidement, on a eu une petite réorganisation. Je me suis retrouvé dans une plus petite équipe. Mais très rapidement, j'ai été plongé dans cette vie d'équipe agile que j'ai jamais quittée depuis. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là, à un niveau junior, donc tu avais effectivement une petite expérience, mais toujours junior. Qu'est-ce que tu apprends et comment tu l'apprends, comment tu progresses en fin de compte sur ces 4 premières années chez eux? Moi, je pense que j'apprends énormément. Je peux pas dire j'apprends tout parce que c'est pas à la sortie de ces 4 ans que j'ai acquis toutes mes bases, que j'ai consolidé par la suite. Mais j'ai appris beaucoup des bases du software engineering, comme par exemple la vie d'une équipe agile, la manière de communiquer dans un daily, à quoi sert un planning, la culture de faire une démo aux équipes internes, la culture de faire des rétrospectives, d'apprendre de ses erreurs, de corriger l'organisation au fur et à mesure des sprints. D'un point de vue tech, ça a été en sortie d'école, je sortais quand même avec un bagage Java assez fort. Euh, mais là, ça a été ma première vraie expérience de dev Java avec mes premières releases en prod, mes premières interactions avec une équipe Ops. Et puis aussi pas mal de méthodos. Tu parlais de la qualité. J'ai eu l'opportunité, et je pense aujourd'hui la chance de très rapidement faire du pair programming, d'être mentoré par des développeurs plus seniors et de faire notamment du test-driven development. Euh, donc voilà, du développement orienté par les tests. Voilà notamment une overview de ce que j'ai pu faire. Et puis, bon, je pourrais en parler beaucoup plus, mais Presse Ministère, c'est aussi, pour ceux qui connaissent pas, donc un site e-commerce, et donc toutes les features qu'on devait faire devaient être hyper performantes. On ne pouvait pas se permettre d'écrire une requête SQL sans regarder le plan d'exécution. On ne pouvait pas se permettre d'introduire des bugs trop importants dans le système, même si bien sûr c'est arrivé. Euh, donc voilà, dans l'idée, ce que j'ai pu apprendre dès ma première expérience de dev, je pense qu'il a été une réelle chance pour moi. Ok, et tu as eu des difficultés ou des obstacles justement sur cette montée en compétences chez eux? Euh, je n'ai pas en tête. Alors, ça commence à remonter parce que je suis sorti de chez eux il y a maintenant 10 ans, mais j'ai pas en tête des difficultés particulières. Je pense que l'accompagnement qui a été fait en interne, déjà une culture du one-one régulier, une culture du feedback, et ça s'est quand même plutôt bien passé, mon intégration. Donc non, j'ai pas souvenir de difficultés particulières. Tu t'y plaisais à ce moment-là chez Price Ministère? C'était une aventure géniale. C'était quand même une boîte assez petite. De mémoire, on était entre 100 et 200 collaborateurs, tous dans ce bureau parisien, avec des fondateurs et des leaders qui avaient une énergie folle, il y avait cette culture de nous partager régulièrement les résultats d'entreprise, la stratégie, les difficultés, d'expliquer le pourquoi on fait les choses. Et puis, on a aussi
très rapidement connu, donc là en 2009-2010, le rachat par Rakuten, donc ce géant mondial de l'e-commerce notamment très présent au Japon. Et ça a rendu cette culture d'autant plus forte. Donc voilà, ça a vraiment été une expérience passionnante. En quoi ça a rendu la culture plus forte? Parce que souvent, justement, quand il y a des rachats, ça a tendance à être un peu l'inverse. C'est le racheteur qui a tendance à vouloir un peu pousser sa culture à lui. Alors, c'est clairement ce qui s'est passé, effectivement. Euh, on a eu cette culture japonaise qui a été poussée à nos équipes. Alors ça, ça l'a rendue plus forte dans le sens où ces cérémoniaux d'entreprise, où on partageait les résultats, où on parlait de la stratégie d'intégration de Rakuten au sein de Price Minister et de Price Minister au sein de Rakuten, d'autant plus forte. C'est dans ce sens-là que ça l'a renforcé. Mais dans la culture japonaise, il y avait aussi des gestes simples qu'on nous demandait, quelque chose de relativement simple. On nous demandait tous les lundis matins de bien nettoyer son bureau, de bien le ranger, quelque chose que j'ai jamais retrouvé autre part. Et tu avais une culture, voilà, d'être, voilà, que ce soit bien clean, une culture de la rigueur, moi qui m'a beaucoup plu. Ok. Et donc, effectivement, tu parles beaucoup de culture. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es nourri et qui t'a influencé, toi, sur la suite de ta carrière ou pas? Alors, à ce moment-là de ma carrière, euh, j'étais très concentré sur ma propre performance, mon apprentissage sur les technos. Et donc, cet exemple, par exemple, de cérémoniaux réguliers où on partage la stratégie de l'entreprise, je trouvais ça très intéressant, euh, mais c'était pas non plus ma priorité. Euh, donc, je pense ce qui a laissé plus de traces positives pour moi, c'est mes apprentissages sur comment fonctionne une équipe agile, sur lesquels je pense que Price Ministère avait un peu d'avance à cette époque-là, en France, tout simplement. Ok. Tu parlais là de progression technique. Toi, tu as commencé du coup sur du Java Yes. parce que c'est ce que tu as appris à l'école, c'est ça? Euh, Effectivement, notre formation d'école, c'était principalement axé sur Java. Leur message, c'était essayer d'apprendre un langage à fond, tous les tenants et aboutissants du langage, et après, ce sera facile de passer sur un autre langage. Et donc, naturellement, en tant que ensuite développeur junior, je me suis basé sur mes acquis et j'avais une appétence pour Java. Effectivement, donc ça me plaisait, ça me convenait tout à fait de rester sur cette techno. Et donc toi, c'est ce que tu as suivi, un peu cette prescription de OK, diguer le langage à fond. Tu as fait ça sur Java? J'ai pas mal creusé. Je me suis intéressé à une période, alors maintenant ça remonte également, mais à, à comment fonctionne la JVM. Je me suis intéressé aux soucis de performance, d'optimisation, de configuration, ce genre de choses. Oui. Et donc ça, c'est des trucs que tu as appris comment? Principalement en lisant des docs ou au travers du mentorat qu'il y avait en place ou autre chose? Par plusieurs choses, bien sûr les opportunités projets. Donc chez Price Minister, j'étais intégré dans une équipe produit, mais j'ai aussi pu traiter des sujets plus techniques comme la migration du serveur d'application de versions anciennes vers des versions plus récentes, ce genre de choses. Mais aussi, avec cet attrait technologique, j'étais intéressé par tout ce que tu peux lire sur le net, des articles de blog, etc. Et à cette époque, j'assistais régulièrement aux conférences aussi du Java User Group à, à Paris et j'essayais, voilà, dès qu'il y avait des conférences qui étaient faites, d'y aller le plus possible pour m'intéresser à d'autres usages ou à d'autres librairies ou techno autour de l'écosystème Java. OK. Et donc, à quel moment dans tout ça, tu as commencé à t'intéresser à Node? Alors, pas, pas chez Price Minister parce que j'en suis sorti en 2013, mais dans mon expérience suivante, donc quand j'ai ensuite intégré Viadeo. Pour ceux qui connaissent pas Viadeo, on peut le considérer un peu comme le LinkedIn français.
donc le réseau social professionnel français, où ils étaient aussi sur Java, mais ils ont commencé à faire une refonte technique de leur plateforme et à introduire Node.js en tant que back-end directement du front-end avant d'accéder aux différentes API métiers. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu m'intéresser à Node, à faire des premiers POC, à apprendre par moi-même aussi, à bidouiller un peu sur mon temps perso. Et là, j'ai été très rapidement séduit par la simplicité d'écriture, la rapidité d'exécution, et puis l'écosystème, l'intégration des modules, voilà, la rapidité de construction d'un applicatif. Comment tu fais pour switcher sur un nouveau langage comme ça? C'est du temps qui est dédié dans tes créneaux pro ou c'est de la formation perso? Enfin, comment est-ce que tu as fait pour apprendre ce nouveau langage-là? Un peu des deux, parce que chez Viadeo, donc Node.js faisait partie de l'écosystème, et donc il fallait s'y intéresser. Et donc par ce biais-là, j'ai appris un peu sur le tas dans le cadre professionnel, mais j'aimais aussi pouvoir un peu toucher au code sur mon temps perso, et donc affiner mes connaissances. Et enfin, encore le troisième volet qu'on a déjà évoqué, c'est la partie conférence. À cette époque-là, en 2013, on avait pas mal encore de conférences d'introduction à Node.js, des coding dojo qui étaient animés. Et donc, le fait de s'y rendre, d'écouter un interlocuteur en parler, permettait aussi de s'intéresser à la techno, de vouloir continuer les exercices à la maison, et donc d'apprendre, quoi. Moi, souvent, j'ai une question qu'on me pose souvent, c'est pour les juniors, évidemment, quel langage est-ce qu'il faut apprendre? Et ensuite, est-ce que c'est important d'en connaître plusieurs, etc. C'est quoi, toi, ton regard là-dessus? J'ai pas forcément d'avis fort sur la question. Euh, je pense que l'approche d'apprendre un langage à fond et de le maîtriser, elle est intéressante, et pas être uniquement un utilisateur de la techno, mais aussi comprendre pourquoi une techno se différencie par rapport à une autre. Et puis après, je pense que c'est aussi important d'expérimenter, parce que souvent on se retrouve à utiliser une techno non pas par choix, mais plus par opportunité, parce qu'on démarre avec un stage, on n'a pas toujours le choix du stage qu'on nous propose. On a un choix restreint, on en choisit un par peut-être des fois par défaut. Et donc, c'est dommage de rester sur sa première techno d'apprentissage. Et je pense que parce qu'on peut pas avoir de certitude que c'est celle qui nous convient. Euh, et en tant que dev junior, je pense que c'est enrichissant, voilà, d'expérimenter et de tester plusieurs choses. Comment tu sais quelle techno te convient? Alors, je dis ça parce que je pense qu'il y a des appétences qui peuvent être différentes. Alors, une appétence en particulier, c'est donc on est dans de plus en plus, on travaille avec des développeurs qui ont une appétence très forte pour le front, pour le back, pour la data ou d'autres chemins de développement. Et donc ça, c'est un choix qu'un développeur peut faire. Et donc dans les technos, par exemple, si je reprends l'exemple du stage, si tu démarres à faire un sujet très front, euh, ça peut te plaire ou ça peut pas te plaire. Et donc c'est là où ça peut être intéressant de partir sur un langage qui est plus orienté sur du back-end. Euh, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Ok, du coup, toi, c'est quoi le langage qui te convient? Enfin, la techno qui te convient? Alors, j'ai été, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé travailler avec Java. Quand j'ai fait ce switch avec Node.js, j'ai jamais réussi à revenir sur Java. Voilà, cette facilité d'écriture euh, m'a vraiment séduit. Et après, c'était devenu un peu une punition pour moi de revenir sur Java. Et ça, c'est une expérience très perso. Je dis pas, j'ai pas envie de dire que Node.js c'est mieux que Java. C'était une appétence. Et pour compléter ma réponse, je pense que
j'ai toujours eu une appétence quand même plus back-end que front-end, malgré les différents projets sur lesquels j'ai été amené à travailler. Voilà, j'ai toujours préféré le côté API, base de données, cloud, DevOps, que faire quelque chose qui est joli. Et je veux pas résumer le métier de front-end à quelque chose qui est joli, hein, mais voilà, le côté visuel me plaît moins. Ok, et alors concrètement, qu'est-ce qui fait que tu as préféré Node? Euh, Tu as Moi, ce des qui me plaisait, exemples de trucs que tu aimes dans ce langage, quoi? moi, ce qui m'a très vite plu, c'est voilà ce petit exemple très simple où on peut écrire 5-6 lignes de code et démarrer un serveur HTTP en express. Voilà, c'était un peu le, le morceau de code que tu retrouvais un peu partout. Voilà, require express, app.get, tu maps ton endpoint, tu exécutes ça en ligne de commande, ça tourne en moins d'une seconde. Et tu avais un côté très léger qui n'existait pas encore à l'époque sur le monde de la JVM, où mes expériences, en tout cas de mon côté, c'était de travailler avec des serveurs applicatifs. À l'époque, JBoss, tu démarrais ton serveur, tu avais 45 secondes, voire une minute de boot, où il montait tous tes EJB en mémoire, il se connectait à la base de données. Et tu avais ce côté, hein, voilà, vraiment très, très accessible de Node qui m'a séduit. Ok, je vois. Et donc à ce moment-là, donc là, t'es encore dev quand tu switches sur Node et que tu continues ensuite à bosser avec. Est-ce que t'avais une idée de là où tu voulais aller ensuite dans ta carrière? Alors, pas vraiment. Et ça, c'est que beaucoup plus récemment que j'ai commencé à avoir une idée euh, plus affinée de là où je veux aller. Ça m'a pris beaucoup de temps. À l'époque, je vivais un peu l'expérience au jour le jour avec ma passion du code et de la techno à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc le switch vers le management à ce moment-là, il n'était pas du tout envisagé, quoi. Alors, oui et non. Euh, non, pour ma réponse précédente, et oui quand même, parce que euh, j'avais l'ambition aussi de pouvoir... alors, j'ai eu un attrait très rapidement sur l'organisation et les méthodes agiles, notamment chez Price Minister. J'ai eu l'occasion de faire un peu de Scrum Master, j'ai fait une formation Scrum, et voilà, par cet intérim de Scrum Master que j'ai fait, j'ai eu une appétence aussi pour l'organisation d'un sprint, l'organisation des tickets, comment rédiger proprement une user story. Donc, qui ne sont pas forcément des aspects du manager, mais qui sont plus des aspects du project management que tu retrouves régulièrement dans la mission de l'engineering manager. Et donc, chez Price Minister, j'ai eu l'opportunité. Alors, je me suis positionné sur un poste vacant de manager en tant que développeur finalement très jeune, parce que j'avais 3-4 ans d'expérience. Mais j'avais voilà, la volonté la fierté de gérer une équipe. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Ça n'a pas été possible à ce moment-là. Euh, mais voilà, j'avais quand même la volonté d'avoir déjà un scope un peu plus gros. Ok, ça marche. Et donc du coup là, si on reste plutôt sur la partie dev, donc t'es monté en seniorité. Il y a une question que j'aime bien poser aux gens qui ont pas mal d'années d'expérience, c'est à quel moment est-ce que tu t'es senti senior? Euh, alors, je pense que je me suis senti senior très rapidement, mais avec le recul, trop rapidement. Euh, je pense qu'au bout de 3-4 ans, déjà chez Price Minister, je me sentais euh, suffisamment à l'aise dans la préparation des projets, dans l'écriture du code, à écrire du clean code, à faire des releases sans bug, à avoir un certain recul sur les impacts et à être dans l'anticipation du développement des nouvelles features pour détecter les problèmes ou les ouvertures. Mais quand je vois tout ce que j'ai appris par la suite,
notamment en me diversifiant sur la techno, parce que à ce moment-là, j'avais la connaissance du Java, la performance, le côté release et qualité. Mais par la suite, j'ai appris tellement plus de choses aussi sur la partie base de données, cloud, DevOps, le fait de mutualiser aussi les expériences, je pense que c'est plus au bout, peut-être finalement de 6 ou 7 ans, que avec le recul, je pourrais considérer que j'ai été senior. Et alors, du coup, avec ce recul, c'était quoi les éléments qui peut-être manquaient au début et qui ont fait qu'après, tu étais solide? Je dirais l'ownership de ce que je construisais. Parce que chez Price Minister, mine de rien, j'étais quand même très sur la ligne de code jusqu'à ma release, mais j'avais pas trop encore le mindset produit. J'avais pas trop la culture de comment est-ce que les choses allaient être déployées en prod, euh, d'un point de vue infra, d'un point de vue DevOps, d'un point de vue usine logicielle. Et je pense que tous ces aspects sont strictement nécessaires dans le bagage d'un senior. C'est comprendre ce que j'écris, comment je le teste, comment je le build, comment je le déploie, et quel est l'impact sur mes utilisateurs, et finalement, donc, comment est-ce que je le monitor. Ok, c'est ça que tu mets du coup dans l'ownership? C'est ça que je mets effectivement dans l'ownership, ouais, Ok, d'un ça point de vue marche. dev. Et donc, après 7 ans en tant que dev, tu passes chez Augury, là où tu es toujours actuellement. Et c'est là que tu, on va dire, découvres le management ou que tu amorces la transition vers le management progressivement. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Avec plaisir. Alors, effectivement, ma première vraie expérience de management, ça a été chez Augury. Alors, j'ai eu la chance, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une chance ou parce qu'il y a des parcours tous les parcours sont différents, mais j'ai eu la chance de construire mon équipe moi-même et de démarrer à 2, puis à 3, puis à 4, à 5, à 6, et en fait de m'habituer progressivement à ce que veut dire le rôle. Donc, par exemple, quand j'ai démarré finalement cette équipe à 2 personnes, puis à 3 personnes, j'avais finalement encore un rôle assez fort de développeur, et finalement, on va dire 60% du temps que je passais, ça restait, écrire du code. Et donc, j'ai pas été tant bousculé que ça au début. La grosse différence, ça a été tout de même euh, ben, devoir produire des premières évaluations régulières et officielles à mes contributeurs. Ça a été les premiers impacts sur mes premières, mon premier apport, mes premières missions de recrutement pour construire cette équipe, et aussi être le point d'entrée d'un scope produit et technique, et donc ingérer toutes ces demandes provenant des autres équipes, des utilisateurs, pour pouvoir les organiser et les prioriser. Le poste tel que tu l'as commencé, parce que tu disais qu'au début, tu manageais qu'une seule personne et ça a augmenté progressivement en nombre et que tu codais encore beaucoup au début. Il y avait une intention claire que tu allais passer sur du management au début ou c'était un peu une espèce de flou, peut-être que tu allais être juste tech lead ou enfin ça s'est passé comment parce que c'est toi qui as construit ton équipe. C'était clair que je serais l'owner d'une équipe, d'un scope produit, et que je devrais la renforcer, la maintenir, et l'animer, la faire vivre. J'ai été tout de même assez rapidement surpris par le côté scale de la boîte, parce que quand je rentre chez Augury, on doit être une vingtaine sur la partie tech. Et donc, le deal, c'était qu'on commence à 2 au sein de cette équipe. Donc, j'avais recruté cette personne déjà sur mon temps perso avant de rentrer chez Augury. Voilà, ça, c'était un peu une organisation d'une entreprise qui se créait au fur et à mesure, sur laquelle il y avait encore peu de maturité dans les process de recrutement. Mais à peine on a commencé, le message, ça a été il faut trouver une troisième personne. Et quand cette troisième personne est venue 3 mois plus tard,
le message, c'était il faut trouver une quatrième personne. Et donc, voilà, il y avait un scale, une volonté de scale de l'entreprise très, très importante et le faire très rapidement qui m'a surpris et en fait, qui m'a un peu bousculé au début. Ok. Et donc, est-ce que le switch vers le management, il a été volontaire ou un peu contraint? Parce que comme tu disais, tu recevais en fait un peu des instructions de OK, faut recruter, faut recruter. Et du coup, toi, ton rôle, je pense que progressivement, par la force des choses, tu as peut-être été un peu éloigné du code. Tout à fait. Euh, avec à cette période-là, je pense que moi, ça m'aurait très bien convenu de garder une petite équipe avec une, deux, trois personnes et et de garder les mains dans le cambouis sans avoir trop d'overhead de management. Overhead, qu'est-ce Mais que tu entends par là? par overhead, alors ça dépend comment. À ce moment-là de ma carrière, j'avais encore un fort attrait pour écrire du code et y passer du temps était super important pour moi. Et donc, tout ce qui n'était pas écrire du code, j'avais eu cette opportunité de gérer une équipe et de la construire qui a été passionnante, mais avec le recul, tout ce qui n'était pas écrire du code restait des tâches supplémentaires voilà, qui n'étaient pas forcément ma priorité, malgré mon rôle d'owner de cette équipe. Et donc voilà, c'est ça que j'appelle l'overhead, c'est un peu du surplus de choses qui n'étaient pas forcément ma priorité, mais que je faisais malgré tout. Ok. Et du coup, effectivement, cet éloignement du code, tu le vis comment à ce moment-là? Et, et ça a été pendant 2 longues années un sentiment très partagé, à la fois de fierté d'avoir une équipe qui fonctionne plutôt bien, qui est de plus en plus grande, qui est de plus en plus en succès. Et plus on grandissait, plus mon temps à passer à écrire du code était réduit euh, pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, j'avais de plus en plus d'interactions des équipes qui venaient, j'avais de plus en plus de demandes des développeurs sur des tâches à réaliser. Donc, je passais plus de temps à préparer les projets. Je passais plus de temps à faire du management. Euh, et toutes ces demandes, toutes ces interactions faisaient aussi que mon temps de focus euh, continu sur une tâche de développement devenait très restreint. Et ça devient impossible pour toi d'avoir 2 heures, 3 heures ou 4 heures de suite pour te concentrer sur une tâche de développement, tu ne peux plus te permettre de, de travailler, de travailler sur une fonctionnalité qui, qui, qui demande 3 4 jours d'effort. Parce que sinon, ça va te prendre finalement 7 à 8 jours d'effort. Il y a eu un moment où tu t'es retourné à un poste de contributeur individuel, tu m'avais dit. Comment ça s'est passé? Parce que tu m'avais laissé sous-entendre que très vite t'es retourné vers le management. Du coup, en fait, c'est toute cette phase initialement, tu voulais pas être manager, tu t'éloignes du code un peu à contre-cœur et finalement, tu te rends compte que quand tu y retournes, bah, tu préfères le management. Enfin, ça m'intéresse. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je voulais pas être manager parce que le côté avoir une équipe à animer, à gérer, que j'ai pu construire en choisissant mes collaborateurs. Et je le faisais aussi, j'avais fait d'une manière assez particulière en créant un bureau à distance, m'avait quand même beaucoup plu. Mais effectivement, le fait de grandir, d'avoir moins en moins de temps de code, a créé ce sentiment constamment partagé de est-ce que je veux continuer à faire ce job de gestion de people, de gestion de projet. Est-ce que aussi, le questionnement que j'avais, c'est est-ce que c'est viable de le faire en remote sur le long terme et dans ce scale, avec ce rôle-là, donc j'ai commencé à 2, 3, 4 personnes et au fur et à mesure, je suis devenu manager de manager. Donc j'avais 2 tech leads dans mon staff. Et à côté de ça, je gérais aussi 2 équipes beaucoup plus opérationnelles, donc dans la structure où j'évolue dans le monde de la publicité. Donc une équipe de support et une équipe de certification. Et ça,
à ce moment-là, ça commençait à. Alors là, naturellement, mon temps à faire de la tech était très réduit. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai le plus gros de mes doutes, en fait. Quand j'ai scale le plus, est-ce que je veux continuer à faire du code? Et effectivement, j'ai discuté avec mon entreprise. Je leur ai dit, euh, j'aimerais pouvoir retourner sur un poste d'expertise et sortir du management de ce que je fais. Et j'ai eu l'opportunité de le faire pendant quelques mois, de repasser individuel contributeur, de traiter des problématiques business euh, assez pointues, donc de discuter directement avec les utilisateurs, d'essayer de trouver une solution, de faire un prototype, d'être un peu en amont des projets pour influencer les roadmaps des autres équipes tech. Et, et ça, cette sortie un peu du manager, de perte d'ownership du périmètre que j'avais, ça, c'est pas quelque chose qui m'a plu et je me suis presque ennuyé. Le fait de passer de ce rôle d'engineer manager à ce rôle d'expert, j'ai pas trouvé mon compte. Et c'est pour cette raison, en fait, ce move-là, pour moi, était nécessaire pour confirmer ma volonté de faire du management sur le long terme. Et donc, ça a mis en lumière que tu appréciais quoi précisément dans le rôle de EM? Euh, alors, aujourd'hui, ce que j'apprécie le plus dans ce rôle de M, alors, j'ai plusieurs casquettes en tant que engineering manager. Euh, Ce que j'apprécie le plus, c'est d'avoir un contrôle complet sur le produit que je construis, en ayant la possibilité d'influencer l'équipe produit, d'influencer la roadmap, d'influencer l'ordre d'exécution des différentes itérations pour construire le produit. Et en fait, c'est un côté finalement très produit et gestion de projet, alors que dans le rôle d'engineering manager, il y a la partie manager, mais je considère la partie people management, recrutement, animation d'équipe comme un prérequis nécessaire à la mission de construire un produit. Donc, je ne peux pas le faire sans. C'est pas forcément mon moteur premier de, de, de coacher et de gérer des gens. Mon moteur premier, c'est de construire un produit et un service pour une entreprise. Euh, mais j'estime que c'est de cette manière-là que j'arrive à avoir l'impact le plus fort sur l'entreprise. Et c'est ce que je recherche, c'est avoir de l'impact sur le produit et sur l'entreprise dans laquelle j'évolue. Ok, et donc aujourd'hui, tu drives une équipe de combien de personnes? Enfin, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, donc, sur la partie métier, ce qu'on essaie de faire, c'est construire des créatives publicitaires qui sont les plus attrayantes, les plus innovantes possibles. Pour réaliser cet objectif, on a construit une équipe en interne dont je suis l'engineering manager. Je travaille avec un product manager. On est binôme sur ce périmètre-là. Et on a une équipe de 5 collaborateurs, tous développeurs, que j'anime au fur et à mesure des sprints, des quarters, des trimestres, pour définir et délivrer une roadmap produit et tech. Ok. Et alors, tout à l'heure, tu parlais, quand on était sur ta première expérience chez Price Minister, du rôle qui était donné aux juniors. C'est un truc que tu mets dans tes équipes. Toi, tu les construis comment, tes équipes? C'est c'est une bonne question et c'est pas forcément facile de trouver la réponse. C'est c'est pas quelque chose que j'ai j'ai pu reproduire. Et voilà, je trouve que c'est un modèle qui a beaucoup de valeur de faire entrer des jeunes développeurs. C'est un peu la porte par laquelle j'ai eu mon opportunité à l'époque. Mais finalement, dans le concret, j'ai jamais intégré, ou presque, à part une ou deux exceptions, des contributeurs qui ont moins de 3-4 ans d'expérience. Pour une raison précise ou pas? Oui, parce que, alors, ce rôle de manager, bon, je l'ai eu pendant 7 ans, mais essentiellement chez Augury, qui, euh,
je pense à la volonté et les moyens. Volonté d'aller très vite et d'être très ambitieux, et les moyens de pouvoir, payer des collaborateurs qui ont déjà une certaine seniorité. Et donc, intégrer un développeur plus jeune, ça demande du temps et de l'investissement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas eu les moyens de le faire. Donc les moyens, tu veux dire sur l'investissement temporel et humain que ça nécessite? Oui, parce que on évolue très vite et il y a une pression de délivrer, de délivrer bien, euh, euh, et toujours le faire plus vite. Et donc, c'est vrai que c'est délicat, hein, comme sujet. Euh, mais j'ai pas pris le recul de bien le faire. Et quand je dis j'ai pas eu les moyens, je pense que c'est pas forcément vrai, parce que en soi, on a toujours les moyens de le faire. Je devrais plutôt dire j'ai pas pris le temps de le faire jusqu'à présent. Oui, parce que là, du coup, je me dis, ça veut dire que si tu es un jeune dev, tu es condamné à jamais pouvoir rentrer dans une startup ou une scale-up parce que forcément ça va vite, donc il faut de la qualité, donc il n'y a pas de place pour te former. C'est c'est un vrai sujet. Moi, je sais pas si je veux pas faire de généralité, parce que j'ai évolué dans cette organisation. J'ai 7 ans de recul, ce qui est pas mal en tant que manager, mais finalement, ça peut pas retracer ce que tu peux retrouver dans d'autres organisations. Et je pense aussi que je veux pas faire de généralité rien que au sein de l'entreprise dans laquelle j'évolue, parce que j'ai aussi en tête des exemples d'autres contributeurs plus jeunes qui ont eu la chance de rentrer chez Oguri dans la continuité d'un stage ou d'un apprentissage. Et d'ailleurs, au sein des équipes que j'ai construites, le tout premier collaborateur que j'ai fait rentrer chez Oguri, à l'époque, était autodidacte, n'avait pas de formation, euh, n'avait pas suivi un parcours de formation classique, je voudrais dire. Avait 20 ans quand il est rentré dans cette boîte, ce qui est finalement assez jeune quand même. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a des contre-exemples aussi. Et c'est pour ça que je peux pas faire de généralité là-dessus. C'est quoi les skills, les compétences clés pour toi en tant que EM? Pour être EM ou pour recruter un dev? Alors pour être EM dans un premier temps et on parlera du recrutement après. D'accord. Euh, alors, je... c'est difficile de faire une réponse courte. Euh, Ah, on peut faire une réponse longue. je pense que ça dépend beaucoup des organisations. Ça dépend beaucoup du rôle de EM et ce que l'organisation veut y mettre. En l'occurrence, moi, le rôle de M que je connais, c'est un rôle qui a plusieurs casquettes. Celui de people manager, celui d'animation d'équipe, celui de chef de projet. Tu as des entreprises où tu as des EM qui vont faire beaucoup plus de management. Tu as des rôles d'EM qui sont plus haut niveau, qui vont gérer des managers. Et donc là, ça devient encore une fois un autre boulot. Mais je dirais que il faut avoir un certain sens du service, la volonté de construire quelque chose pour l'entreprise. Je pense que il faut avoir des compétences de communication à plusieurs niveaux pour pouvoir communiquer avec son équipe, par exemple, pour leur expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi c'est important, euh, comment leur travail va aider l'entreprise à aller dans le bon sens, pour leur permettre de donner un sens à ce qu'ils font et driver de la motivation auprès de l'équipe. C'est super important de savoir communiquer en dehors de l'équipe, avec les équipes produits, avec le CTO, avec les utilisateurs, pour savoir comprendre quels sont les tenants et aboutissants de ce qu'on fait, pour, euh, pour
je me perds. Et pour pouvoir le redescendre à l'équipe dev, donc j'ai parlé du sens de service, j'ai parlé de la com. Je pense aussi que pour un manager qui travaille directement avec des développeurs, donc plus tu es proche des devs, plus tu vas faire de la tech. Si tu deviens manager de manager, c'est moins vrai et peut-être que c'est moins important. Et encore une fois, ça dépend de chaque organisation. Mais je pense que c'est important d'avoir un bagage technique et une overview des différents aspects du software engineering que tu as évoqué tout à l'heure. Donc, en termes de méthodos, les méthodes agiles, en termes de techno, c'est important de savoir comment fonctionne un front-end, un back-end, comment tu déploies l'usine logicielle, la partie cloud, NoSQL si nécessaire, data, monitoring. Plus tu es armé sur ces différents aspects, plus ce sera facile de communiquer avec l'équipe de dev et d'être en succès dans ton rôle. Et voilà, c'est un début de checklist. Je suis sans doute pas exhaustif. Ouais, à quel moment tu penses que justement on devient suffisamment armé pour faire cette transition-là vers le management? Alors, ta question laisse sous-entendre que c'est un switch et peut-être un point de non-retour. Et je suis pas sûr que ça doit être le cas. Et alors, quand on parle de job, d'entreprise, j'estime qu'on évolue quand même dans un écosystème où on peut se permettre de changer de rôle et d'expérimenter, que ce soit en interne, au sein d'une même entreprise, si l'entreprise le permet, ou en changeant de job. Et donc, essayer, si on a l'opportunité de le faire, essayer de le faire et se rendre compte des difficultés, de se rendre compte que c'est pas forcément, et d'ailleurs que c'est pas du tout le même taf que le taf d'un développeur, peut permettre de répondre, si tu veux, à cette question. Je ne sais pas s'il y a une règle absolue de est-ce que tu es prêt pour le faire ou pas, tant que tu n'as pas réellement essayé. Et si ça te plaît pas, tu peux toujours retourner sur une expérience de dev. Et je pense que le fait d'expérimenter sur une courte période de temps, même si ça te plaît pas, et de retourner ensuite sur le dev, va te permettre aussi d'être un meilleur dev parce que tu auras un regard différent sur ce que tu construis, sur les impacts que ça peut avoir, et tu seras d'autant plus utile pour le manager avec qui ou le contributeur qui gère le projet avec lequel tu évolues. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que le bon moment pour faire le switch, c'est le moment où tu as envie de tester, de faire le switch? Et que tu as, bien sûr, oui, je pense, et que tu as l'opportunité parce que on a évoqué les difficultés pour un jeune d'intégrer une start-up ou une scale-up avec peu d'expérience. Je pense qu'avoir cette opportunité de management, ça se produit pas tout le temps non plus, surtout quand tu n'as pas cette expérience, t'as pas eu le rôle précédemment. Moi, j'estime aussi avoir eu la chance qu'on me le propose, et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui. C'est quelque chose, voilà. Je savais que c'est pas tous les 3 mois qu'en tant que dev, tu as l'opportunité de passer manager. Ouais, OK. Et justement, toi, comment est-ce que tu as fait pour monter en compétence sur le management? Parce qu'on a compris que c'était quand même très, tu as mis beaucoup les mains dans le cambouis pour la construction de ton équipe. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre comment est-ce qu'on manage des gens? Alors, à côté de l'apprentissage sur le tas, où je me suis cassé les dents, où j'ai essayé de reproduire un peu ce que j'ai vu avec mes managers précédents. Je pense que quand tu deviens manager, tu reproduis beaucoup ce que tu as vécu précédemment. Donc, si tu as eu un bon manager, tu vas peut-être suivre un exemple qui est meilleur. Si tu as eu un manager qui est plus agressif, moins sur l'humain, plus sur les résultats, plus un boss qu'un leader, tu risques de reproduire aussi ce système. Chez Augury, lorsque l'entreprise s'est structurée, je dirais quand on est passé un peu de la start-up qui expérimente un POC à une scale-up qui a une offre solide, des revenus solides, on a aussi dans l'organisation mis en place des trainings pour permettre aux différents gens qui ont cette casquette de manager de renforcer
leurs acquis et de corriger les défauts en faisant des trainings sur site, des trainings offline. Voilà, c'est une entreprise qui investit beaucoup pour rendre ses managers, si possible, meilleurs. Ok, donc tu as eu des opportunités de formation en fait pour monter en compétence là-dessus. Ouais. Et ça, je Ok. pense que c'est bien d'apprendre sur le tas, mais c'est strictement nécessaire d'avoir aussi ces formations pour avoir une vision différente de comment aborder le job. Donc tout à l'heure, on parlait des skills nécessaires à un EM. Qu'est-ce que tu attends de tes devs sur l'autre côté du coup du sujet? Alors, moi, j'essaye de pousser mes devs pour avoir non pas que une expertise technique, mais aussi un état d'esprit produit et que ils soient intéressés par ce qu'ils construisent, qu'ils puissent être force de proposition sur les fonctionnalités qu'on construit, pour en proposer ou pour challenger ce qu'on leur demande, et pas uniquement exécuter tel quel les specs provenant de l'équipe produit. Donc Comment il y a ce tu fais côté pour produit. les... Excuse-moi, je te coupe. Comment tu fais pour les pousser justement à développer ce mindset produit? C'est, j'ai pas la réponse magique pour ça, Parce que parce que j'ai toujours l'impression que quand on parle développer sa culture produit, qu'il n'y a pas vraiment de science exacte, quoi. non, je pense pas qu'il y ait de sens exact. Et d'ailleurs, je suis aussi, ça m'arrive d'interagir avec des développeurs qui n'ont pas du tout cette volonté. Et donc, bien que c'est ma vision du job et j'essaie de les pousser, ben voilà, quand j'ai un collaborateur qui est performant pour exécuter des demandes et avoir une forte expertise technique, je vais pas essayer complètement le changer pour qu'il fasse du produit. Je vais essayer de l'influencer, mais si ça marche pas, je peux pas. Voilà. Et c'est aussi un peu une difficulté du manager, c'est que tu peux avoir une vision de ce que tu veux faire, mais les gens ont une vision différente. Et il faut savoir tirer le meilleur de ce qu'ils ont envie de faire pour le service de l'entreprise et pour leur permettre de grandir. Donc, Ouais, je t'ai coupé. Donc le produit dont tu le attends de produit, tes devs, ouais. voilà, l'ownership de ce qu'ils produisent, l'ownership complet, bout en bout, parce que, euh, pour donner un exemple, tu peux avoir des développeurs qui prennent une story dans le board, qui la traitent, qui la poussent en validation, qui ont shippé, qui ont écrit leur code, qui l'ont déployé sur un environnement dev et qui considèrent que leur job s'arrête là. Et en fait, non, il y a beaucoup plus de choses à faire. Il faut s'assurer que la feature, elle fonctionne correctement, qu'elle soit testée, s'assurer aussi, être un peu pushy pour que la feature soit validée, qu'elle puisse partir en prod. Quand elle part en prod, il faut savoir la monitorer, s'assurer qu'elle répond bien aux besoins initiaux. Donc il y a un peu ce que j'appelle cette ownership bout en bout. Ça va de l'élaboration du besoin jusqu'à la release et l'usage de la feature pour l'utilisateur. Je considère que plus un développeur a la capacité d'être impliqué sur toute cette chaîne, de la préparation du projet jusqu'à l'usage de la feature, plus il aura un impact positif sur le produit qu'il construit et sur l'entreprise. Et pour qu'ils aient cette ownership justement de bout en bout dont tu parles, comment vous faites dans l'équipe? Est-ce que vous avez des process, des templates précis qui font que ça favorise ça? Alors, oui et non. Oui, parce que tu as des outils tels que lorsque tu termines une feature, ce qu'on appelle la definition of done, c'est en gros une checklist pour un utilisateur. Est-ce que ma feature a été bien validée, testée, code review, shippée en prod, monitorée en prod? Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider pour voir un peu l'aspect process. Et un process en soi, c'est une manière finalement d'obliger une personne à faire quelque chose. Hein. C'est un peu dur dit comme ça, mais c'est une définition qui fonctionne, je pense. Pas forcément d'obliger quelqu'un, mais de standardiser la manière dont les Et de gens font les choses. standardiser, totalement. Totalement. Donc ça, c'est plus la partie réalisation et déploiement. Pour la partie préparation,
On essaye dès l'élaboration d'un besoin, du refinement d'un besoin, de mettre tout le monde dans la même salle pour que le produit puisse expliquer la problématique auquel ils essaient de répondre, les éventuelles solutions qu'ils ont en tête, s'ils en ont, qu'on puisse brainstormer ensemble, discuter et ajuster, en ayant à la fois la faisabilité technique en tête, les ouvertures produits sur cette feature qu'on pourrait avoir à l'instant T ou dans le futur, pour qu'on s'aligne tous. Et le fait de discuter comme ça tous ensemble permet aux développeurs aussi de développer ce mindset. Ok. Est-ce que tu pousses l'usage de l'IA dans tes équipes? Aujourd'hui, non. On sensibilise les équipes sur l'usage de l'IA, notamment le partage de code propriétaire sur des outils quand tu peux copier-coller du code ou quand tu peux ouvrir l'accès de ton code à des outils. Donc, il y a une sensibilisation là-dessus. Il y a des usages sporadiques développeur par développeur. Aujourd'hui, on commence à partager au sein d'Augury du tooling qui peut aider dans l'écriture du code. Donc ça, c'est le côté vraiment très tech. Sur la partie produit, aujourd'hui, on a dans notre backlog produit, on a toujours un backlog produit avec 2 ans d'idées, on a certains items où on se pose la question de comment l'IA pourrait nous aider pour notamment streamliner les opérations. Je ne sais pas si ça a du sens comme je dis comme ça, un mélange de français et d'anglais, mais voilà, créer de la fluidité dans les opérations de configuration d'une campagne de publicité, par exemple, pour qu'il y ait moins de tâches manuelles, que ce soit plus automatisé, pour qu'on adapte mieux ce qu'on reçoit du client afin de pouvoir le délivrer sur notre inventaire publicitaire. Donc voilà, on se pose ce genre de questions, mais on n'y est pas encore. Ok, donc là, c'est vraiment l'intégration de l'IA dans le produit dont tu me parles. Oui. Mais par contre, dans le workflow au quotidien des devs, c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes encore, enfin, vous n'êtes pas à fond, quoi. Non, c'est pas standardisé. Il y a des usages de part et d'autre, quelques partages au sein des équipes, mais pour l'instant, dans l'état actuel, on n'est pas allé plus loin. Quand je regarde ton parcours dans sa globalité, il y a une question que je me pose, c'est que avant d'arriver chez Augury, t'as fait des petits sauts de 1 an par-ci par-là. Donc ça fait 2013-2014 chez Viadeo, 2014-2015 chez Xebia et 2015-2016 chez SFR, avant d'arriver chez Augury. Qu'est-ce qui a fait que t'as un peu vadrouillé comme ça? C'est une bonne question, et en fait, il y a et finalement, pour compléter ta question, je dirais aussi, qu'est-ce qui a fait qu'ensuite je reste 7 ans chez Augury? C'était la deuxième partie de ma question, t'as tout spoilé. Désolé. Alors, en sortie de Price Minister, effectivement, j'ai fait 3 expériences à peu près en 4 ans. Les 2 premières, alors, quand tu as passé 4 ans dans une boîte, tu es habitué à un certain schéma. C'est pas forcément facile de retrouver chaussures à ton pied directement après cette expérience. Et c'est vrai que chez Viadeo, moi, je me suis pas complètement retrouvé. Et c'était aussi une période où l'entreprise était pas en grande forme et qui avait un peu connu une crise de scale. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, tu avais énormément de collaborateurs qui arrivaient toutes les semaines. Ils ont énormément investi dans la tech. Et 6 mois après, les résultats n'ont pas suivi et ils ont commencé à tailler dans le lard. Et ça a créé un climat plutôt négatif qui m'a fait fuir. J'ai rejoint Xebia ensuite, donc aujourd'hui Publicis Sapiens, donc c'est une ESN qui fait de la qualité, pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Et c'était un peu dur de les quitter, mais je les ai quittés parce que je suis passé de Paris à Strasbourg et ils n'avaient pas de bureau à Strasbourg. Et donc, c'est le choix perso qui a expliqué ce move. Et finalement, mon intégration chez Sphere s'est plutôt bien passée aussi, mais a été stoppée quand j'ai eu cette opportunité pour Augury que je
considéré comme je ne pouvais pas refuser. Voilà. Ok, et alors du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es resté 7 ans chez Augury, que tu y es toujours aujourd'hui? Et c'est vrai que ça, c'est une bonne question aussi, parce que en tant que recruteur, quand je lis des profils de candidats et je vois qu'ils ont passé 7, 8 ans, 9 ans, j'avais des fois, je me posais des questions, je me disais, est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que je préférais pas voir le profil de quelqu'un qui, sur 7 ans, 8 ans, a eu 2, 3 expériences différentes et qui, en théorie, a vu plus de contextes différents, a une faculté d'adaptation qui est plus importante et saura, du coup, être plus rapidement au succès dans mon équipe. En fait, chez Augury, ça a tellement changé depuis mon intégration. On était une vingtaine dans la tech, on est passé aujourd'hui à une centaine dans la tech, que j'ai l'impression d'avoir fait 4 ou 5 boîtes différentes. Et il y a une telle énergie déployée sur ce job que ces 7 ans, j'ai l'impression d'y avoir passé 3 ans, tellement c'est passé vite. J'ai eu sur cette période, je crois, 5 ou 6 managers différents, 4 ou 5 équipes différentes. On a on évolue aussi dans le domaine de la pub, qui est un domaine très changeant, avec ça a un écosystème qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, qui est complexe, dans lequel il y a beaucoup d'opportunités produits et beaucoup d'opportunités technologiques. Je pourrais en parler pendant une heure, mais on a une, une tonne de technos différentes au sein de l'entreprise, qui fait que tu peux avoir de la diversité d'un point de vue technologique, d'un point de vue produit, d'un point de vue organisationnel, qui font qu'en fait, je me suis jamais ennuyé. J'ai appris à chaque fois de ces 4 ou 5 différentes. Ok, et alors tu te sens épanoui aujourd'hui dans ce que tu fais? Et oui, aujourd'hui, je me sens épanoui dans ce que je fais. L'équipe que j'ai récupérée, ça reste encore assez récent. Je l'ai récupérée en janvier. C'était une équipe qui était un peu dans la difficulté, et j'ai eu ce rôle de les remettre un peu on track. Euh, Ça a pris du temps, ça a pris, je pense, entre 5 et 6 mois. Aujourd'hui, on commence à avoir des succès, beaucoup plus de positivité dans ce qu'on construit, dans ce qu'on communique auprès de l'équipe. Donc voilà, ça fait du bien d'être sur un succès. Et là, j'ai l'ambition de rendre ce succès, si tu veux, ils sont passés d'un état où c'était un peu instable à un état stable, un état où ils sont bons. Et là, j'aimerais bien pouvoir les rendre, si possible, très bons. C'est quoi exactement une équipe qui fonctionne pas bien et comment est-ce que tu fais justement pour la ramener dans un état fonctionnel? Alors, il y a beaucoup de symptômes, je pense, très différents d'une équipe qui fonctionne pas bien. Ça peut être une équipe où il y a des problèmes humains, des problèmes ou des collaborateurs toxiques. Ça peut être une équipe. Je pense que finalement, le critère principal, c'est une équipe qui délivre pas en temps et en heure. Parce que, quelle que soit la raison derrière, enfin, il y a toujours si tu as des problèmes humains, des problèmes toxiques, tu peux pas être successful à la fin. Je pense que c'est impossible. Un des autres problèmes, ça peut être une équipe qui a des priorités pas très claires, qui ne prépare pas bien suffisamment ses projets, qui n'anticipe pas sur la complexité des sujets, sur les différents impacts que ça va avoir, qui n'anticipe pas suffisamment bien sur le lancement des produits. Donc voilà, qui s'arrête à faire un produit, mais qui en fait va pas le pousser auprès des utilisateurs. Ça peut être une équipe qui travaille pas sur les bonnes priorités, qui a tendance à s'éparpiller, qui est pas focus. Ça peut être une équipe qui ne comprend pas ce qu'elle fait, le pourquoi c'est important pour l'entreprise. Une équipe qui peut manquer aussi de positivité, qui pense aux problèmes qu'elle rencontre, sans regarder un peu en arrière et voir les succès, tout ce qu'elle a accompli, et que finalement, le verre n'est pas à moitié vide, il est plutôt à moitié plein. Donc voilà, moi c'est un peu sur ces différents aspects, bien préparer les projets, être focus sur les priorités essentielles pour l'entreprise, comprendre pourquoi on le fait,
être constamment positif pour rapporter une énergie positive à l'équipe. Voilà, c'est un peu les outils que j'utilise pour que ça se passe bien. Et il y en a plein d'autres. Et un outil de base en tant qu'engineering manager, on a très peu parlé de la partie people management jusqu'à présent, mais c'est le feedback au sein de l'équipe et le feedback en one-one aux individus. C'est quoi ton ou tes interrogations du moment? Alors, mes challenges au sein de cette équipe, c'est aujourd'hui leur construire une vision plus long terme sur ce qu'ils font, un peu améliorer leur objectif, leur vision. On essaye d'avoir une mission, par exemple. Où est-ce qu'on se voit dans 3 ans? Quelles sont nos ambitions dans 3 ans? Quelles sont nos ambitions dans 1 an? D'avoir un alignement sur cette mission et vision entre le top management et l'équipe en elle-même, et ensuite de commencer à donner la visibilité sur les projets qui arrivent sur 3 mois, 6 mois. Ça reste une visibilité très incertaine, mais ça donne quand même un peu une North Star à l'équipe. Donc moi, ça c'est un peu c'est ce qui manquait jusqu'à présent aussi pour cette équipe en particulier. Et donc, c'est ce que j'essaye de leur fournir. Et je pense que c'est un bon moteur de motivation, d'une part, mais aussi un moteur qui permet d'influencer les choix produits et technologiques que tu fais au jour le jour. Parce que tu sais ce qui vient plus tard, et donc tu peux mieux anticiper sur ce qui arrive. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode, donc Okay. à la section rollback. Le moment où tu vas nous raconter un loupé, si je puis dire, que tu as eu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, j'ai choisi un passage de ma carrière d'engineering manager où j'étais pas suffisamment armé pour faire un onboarding clair et précis d'un nouveau contributeur au sein d'une équipe. Et donc, en l'occurrence, ça s'est mal passé. Comment est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus et Bien sûr. particulièrement, ouais, d'abord les circonstances, le contexte, comment tu l'as remarqué? Alors, dans le cadre d'un nouveau poste ouvert sur une de mes équipes, je ne sais pas si c'était un poste ouvert ou un remplacement, peu importe. Alors, dans le recrutement, il y a des hauts et des bas. Tu auras toujours de très belles surprises quand tu fais rentrer quelqu'un. Et des fois, malgré tes certitudes sur le processus de recrutement, ben, tu as aussi des fails. Tu fais rentrer des gens et en fait, tu te rends compte que ça matche pas. Alors, il y a des outils pour éviter que ça arrive sur le processus de recrutement, mais je pense que ça arrivera toujours que tu aies à un moment un fail et un contributeur pour lequel ça se passe pas bien. En l'occurrence, là où je pense que j'aurais pu faire bien mieux, c'est que suite à l'intégration d'un collaborateur au sein de mon équipe, un nouveau collaborateur au sein de l'entreprise, j'ai été déçu assez rapidement par son niveau par rapport à mes attentes initiales de ce que j'avais vu lors des entretiens. Ce qui peut arriver, et ce qui n'est pas forcément un no-go pour continuer la collaboration. Mais j'étais aussi déçu par son attitude, parce que je considère que tu peux avoir des difficultés sur la partie technique, tu peux t'améliorer là-dessus, mais si c'est le cas, alors il faut t'en rendre compte, et c'est peut-être pas forcément, déjà c'est un des points sur lesquels j'ai mal communiqué auprès de lui, de mon point de vue, mais tu dois aussi t'investir pour que ça se passe bien. Et là, de ce côté-là, ce collaborateur n'avait pas toujours une attitude exemplaire et avait tendance tout simplement à glander sur son temps de travail. C'est très péjoratif comme je dis comme ça, mais c'est ça qui s'est passé. Et en fait, suite à ces observations, moi j'ai décidé de mettre fin à la période d'essai et ben voilà, à le faire quitter l'entreprise. Et lorsque je l'ai fait, c'était ma première expérience de ce type-là en tant que manager. Donc pour moi déjà, qui a toujours aussi prôné la bienveillance, la positivité. Ça a été une source de stress de préparer cette annonce, de dire à ce collaborateur
droit dans les yeux, ben écoute, je suis désolé, mais on va pas pouvoir continuer ensemble cette collaboration. Et en fait, là où j'aurais pu faire bien mieux, c'est tout au long de la période d'essai, lui communiquer un feedback régulier sur ce qui va bien, ce qui va pas, ce qui est la base de l'onboarding d'un collaborateur, mais que j'ai mal fait parce que j'étais pas suffisamment armé pour le faire, pas suffisamment informé peut-être, et aussi sans doute trop dans le jus de l'opérationnel. Donc peut-être que j'aurais pu ajuster ses comportements et que lui aurait pu s'en rendre compte. J'aurais pu l'influencer et lui aurait pu ajuster, plutôt, je devrais le dire comme ça. Et peut-être qu'il aurait été successful, mais non, du coup, ça a été pour moi quelque chose que j'ai subi, une zone de non-dit, un stress lors de l'annonce. Pour lui, ça a été aussi une surprise, parce que finalement, il s'y attendait pas. Il avait peut-être pas estimé il estimait que son niveau était suffisamment bon. Et pourtant, quand je prends ce genre de décision, j'essaye aussi un peu de récolter du feedback à droite à gauche. Je la prends pas toute seule. Et donc, il y avait quand même un consensus au sein de l'équipe aussi pour admettre que ce collaborateur, on ne pouvait pas continuer avec lui. Donc voilà, c'est un peu pour moi, si je devais le refaire, et je l'ai refait par la suite, mais je l'ai refait différemment ça m'arrivait de rompre une autre période d'essai et j'ai essayé à ce moment-là de faire des points très réguliers, de communiquer ce qui ne va pas, peut-être d'ajuster, de faire comprendre comment est-ce qu'on voit les choses et comment le collaborateur doit ajuster sa performance et son attitude. Et dans ce deuxième cas d'exemple, ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'en fait, le fait de communiquer très régulièrement avec la personne, tu crées un alignement, il n'y a plus de surprise, et si un jour la collaboration doit s'arrêter, tu peux t'appuyer sur tout le feedback que tu as communiqué précédemment, et pour le collaborateur, normalement, voilà, il sait déjà que ça se passe pas très bien. Donc voilà, tu as un côté un peu dans le rôle de l'engineering management, un peu pour conclure sur ce rollback, en tout cas sur sa présentation. Un côté pas toujours facile. Voilà, il y a des hauts et des bas. Et les bas, il faut savoir les gérer, ça fait partie du taf. Donc toi, ce que tu en retiens, c'est vraiment de mettre du feedback pour que tout le monde soit toujours aligné. Voilà, s'aligner sur les attentes pour chacun des collaborateurs de l'équipe. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que l'organisation attend d'eux? En discuter pour aussi récolter leur point de vue, comprendre leurs difficultés et ajuster la collaboration de manière bidirectionnelle. Voilà. Ça, je pense, c'est strictement nécessaire. Maintenant, je crois que tu as aussi quelque chose à nous présenter sur la section suivante qui est le stand-up. C'est quoi le sujet que tu vas nous raconter? C'est un peu dans la continuité de mon rollback. Chez Augury, lorsqu'on s'est structuré, on a mis en place des outils qui existent aussi dans d'autres organisations que nous on appelle le competency model. On en a eu plusieurs versions et on commence à avoir de plus en plus de maturité là-dessus. C'est globalement un descriptif des attentes qu'on a, quel que soit l'individu dans l'entreprise, son rôle, donc par exemple un développeur, un manager, un data scientist, ou quelqu'un, même un commercial. Sa seniorité au sein de l'entreprise, donc confirmé, senior, jusqu'à VP. On a 6 ou 7 rôles. Et ce qu'on attend de lui en fonction de différents critères, des critères qui peuvent être orientés sur le produit, sur la technologie, sur la qualité, l'organisation. Et donc, si tu veux, toi, tu sais que tu es en tant qu'individu, tu es senior manager, tu vas lire et globalement, tu sais où le niveau attendu est pour toi. Et donc, tu peux t'auto-évaluer sur chacun des critères et savoir finalement si tu es au niveau des attentes de l'organisation. Et moi, ça, c'est un outil que j'utilise de temps en temps sur mes one-one avec mes collaborateurs pour leur montrer, leur dire, OK, tu te situes à ce niveau-là. Sur chacun des critères, on essaie de discuter ensemble. OK, comment tu te sens sur la partie produit en tant que
en tant que développeur junior par rapport aux attentes de l'entreprise? Est-ce que tu penses que tu es au niveau? Oui, c'est très bien. Alors, je mets un petit code couleur en vert, je mets un petit commentaire. C'est aussi un travail que j'essaie de leur demander de faire de leur côté. Parce que dans la relation de management, de coaching et et de, 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 de croissance de l'individu, il faut absolument que ce soit bidirectionnel et pas que ce soit uniquement sur les épaules du manager. Alors, tu peux influencer, tu peux leur demander de le faire, mais à la fin, c'est à eux de prendre les choses en main. Sinon, tu peux pas, en tant que manager, gérer comme ça. Tu peux le faire avec 2, 3 individus, mais quand tu passes à 4, 5, 6, tu es obligé de, de les, euh, de les empower, de faire en sorte qu'ils soient impliqués dans leur croissance. Et donc, c'est intéressant comme outil parce que sur certains des critères, on dit, bon là, effectivement, il te manque certains aspects du job. Est-ce que tu as l'opportunité de le faire avec tes projets en cours, avec tes tâches de dev en cours? Oui, alors c'est quelque chose qu'on va travailler, on essaye d'en faire des objectifs. Non, est-ce que le collaborateur peut éventuellement dire si ça l'intéresse ou pas de travailler cette partie-là et de prioriser lequel des points il veut travailler en priorité, comme ça il est acteur de sa, encore une fois, de sa croissance. Et on peut aussi essayer de trouver des opportunités. S'il y a un nouveau projet qui se présente, on dit, ben là, je sais qu'un tel veut travailler cette partie-là, alors je vais penser à lui pour le positionner sur ces tâches de dev. Et finalement, lorsque tu as fait ton évaluation complète, quand on a défini des objectifs, c'est aussi l'outil qui va être utile pour savoir si tu peux passer du level confirmed au level senior. Tu utilises ça, tu discutes avec le collaborateur et ça permet encore une fois de créer un alignement sur les attentes, de permettre au collaborateur de s'auto-aligner, de s'auto-évaluer, pardon, et d'avoir un alignement avec toi sur son évaluation. Et je pense que dans le cas de l'onboarding, c'est d'autant plus utile pour éviter le rollback que j'ai évoqué tout à l'heure. On est d'accord que ce que du coup toi t'appelles le competency model, c'est la même chose que ce que certaines entreprises appellent le career path, le plan de carrière? Tout à fait. On a aussi utilisé le mot career path précédemment, mais effectivement, c'est ce que tu peux retrouver dans les grosses boîtes tech qui communiquent ça de manière publique. Il y a pas mal d'entreprises qui mettent d'ailleurs ces grilles de manière publique. Et est-ce que vous l'alignez avec une grille salariale? Et alors, de plus en plus, oui, ça a pris du temps, mais on a des fourchettes de salaire en fonction des rôles et des levels, effectivement, qu'on met en place, qu'on ajuste. On peut avoir des anomalies dans un sens ou dans l'autre, et donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins d'anomalies au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose un jour de super clean. C'est un truc qui a été poussé par principalement le management et la RH ou ça a été aussi poussé par les contributeurs? Les deux. Euh, les deux, alors voilà, short answer. Oui, les deux au fur et à mesure, ça a été principalement poussé par le management, l'équipe People Partner. Mais dans certains cas, les cas d'anomalie, il y a aussi des collaborateurs qui poussent pour avoir un salaire plus haut, qui estiment qu'ils sont pas suffisamment bien payés pour ce qu'ils font. L'inverse est rarement vrai. Mais voilà, ça a permis aussi de pousser dans ce genre de sujet en interne. Je te propose qu'on passe aux questions de la fin de l'épisode. Ok. Qu'est-ce que toi tu retiens de ton expérience? C'est quoi les takeaways que tu voudrais avec lesquels tu voudrais que les auditeurs partent? Je pense que le premier, c'est que dans l'évolution d'un développeur au sein de sa carrière, passer par la case de tech lead, de manager, c'est pas forcément une obligation. Et il y a des organisations où ça peut être le cas, mais de plus en plus, il y a des organisations où tu peux, en tant qu'individu, tu peux, en tant que contributeur individuel, évoluer sur des postes d'expertise, évoluer salarialement
de la même manière qu'un manager, et c'est pas une obligation de le faire. Ça, je pense déjà, c'est très important de le garder en tête. Et donc, c'est pas une obligation de devenir manager, et je pense aussi qu'il faut garder en tête que c'est un métier complètement différent. C'est là où je disais, quand j'ai eu la chance de démarrer avec une petite équipe, c'était en soi une chance, mais peut-être aussi quelque chose qui a longtemps laissé des traces et des problèmes parce que j'ai gardé finalement ce rôle de développeur sur lequel j'ai itéré au fur et à mesure, j'ai scalé. Si j'étais rentré directement dans une équipe, j'aurais réalisé plus tôt que en fait, c'est un rôle complètement différent, qui a moins de place pour contribuer individuellement pour écrire du code. Et j'aurais plus rapidement eu l'état d'esprit de m'appuyer sur mon équipe plutôt que penser que beaucoup de choses reposent sur mes épaules. Donc, premier point, c'est pas obligé. Deuxième point, on l'a abordé, et je pense que c'est important d'avoir des bases technologiques et méthodologiques les plus variées possibles pour que, voilà, on a parlé d'usines logicielles, de cloud, de front, de back, etc. Je pense que un autre takeaway, ça serait que quand tu démarres avec une petite équipe, il y a deux manières d'approcher le job. Soit tu arrives très rapidement à déléguer, à t'appuyer sur ton équipe, ou alors tu vas essayer plutôt de compenser et de faire l'équipe successful, mais en compensant beaucoup sur tes épaules, en faisant plus que les autres et en ne sollicitant pas forcément toutes les ressources auxquelles tu as accès pour répondre à des problématiques business ou tech. Et ça, je pense que passer d'un stade à l'autre, moi, je pense que j'ai bien fail sur le premier stade. J'ai beaucoup compensé sur moi-même avant de commencer à déléguer le plus possible à l'équipe. Et je ne sais pas si c'est une évolution naturelle, si on est obligé de passer par là. Peut-être qu'il y a des managers qui ont réussi tout de suite à déléguer comme il faut, à bien comprendre les tenants et aboutissants, mais je considère que ça, c'est une des principales difficultés dans le rôle. Et peut-être la dernière, et ça c'est vrai, quel que soit le rôle du contributeur, que tu sois manager ou individual contributor, c'est faire attention à la santé mentale, notamment dans des univers start-up où en général il y a un investissement qui est très fort sur les premières années de l'entreprise. Je pense voilà, c'est hyper important. Plus tu as un impact fort en tant qu'individual contributeur et manager parce que tu évolues en level, plus tu as de la pression et plus tu as besoin d'organiser l'effort. Et si tu n'arrives pas à le faire, tu risques de mettre ta santé mentale en jeu. Donc ça, c'est super important de respecter les barrières équilibre vie pro, vie perso, et de savoir organiser les choses. À un instant T, tu peux faire qu'une seule chose. Et il faut accepter de s'organiser, de faire ton backlog de tâches qui arrivent, de l'écrire pour le visualiser et de les prendre une par une et d'avancer progressivement, d'accepter qu'il y aura toujours plein de choses à faire, mais que tu avances progressivement et que ce qui est important, c'est le chemin parcouru plus que la montagne de taf que tu as devant toi. Tu la définirais comment, toi, ta charge mentale aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, j'ai... c'est compliqué à répondre. Je pense qu'elle est plutôt bonne. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que j'ai jamais été malade à cause du taf, mais j'ai vu des contributeurs l'être. Je suis à un stade où j'ai réussi le week-end et les soirées à complètement me couper du taf, à plus regarder mes mails, mes notifications Slack. Tout ça, ça n'existe plus sur mon téléphone perso. Donc ça, je pense que c'est une règle à avoir quand c'est possible. Et si c'est pas possible, il faut trouver d'autres solutions. Donc voilà, plutôt bonne malgré tout. Ça m'arrive en fonction des situations, des problèmes, notamment en remote. Tu sors de ton bureau, tu te retrouves au sein de ta famille avec les enfants. Moi, j'ai pas la faculté d'éteindre mon cerveau et de faire un switch complet et de sortir du boulot. Donc en fait, il y a toujours une demi-heure, trois quarts d'heure où mon cerveau tourne, et quand j'ai des sollicitations
perso, avec notamment 2 jeunes filles en bas âge. J'ai un peu l'impression d'être coupé encore dans ma réflexion pro et de voir ça un peu comme une agression extérieure, alors qu'en fait, c'est normal. Et donc, un des outils pour ça, c'est essayer de faire une petite coupure, 5-10 minutes, d'aller prendre l'air et de faire autre chose et pas juste passer dans le couloir, quoi. Comment tu le définis, toi, justement, l'équilibre pro-perso dont tu parlais tout à l'heure? Euh, Bah, il y a plusieurs aspects. L'aspect, déjà, c'est un des premiers aspects, c'est le temps que tu passes sur ton job. Que tu passes 30 heures ou 50 heures, bah forcément, c'est pas la même chose. Donc là, il faut savoir mettre des limites et trouver le juste milieu. Et puis après, il y a comment est-ce que tu arrives à, même si tu passes un temps raisonnable sur ton boulot, comment tu arrives à ne pas ramener de problème à la maison et que ça influence finalement ton moral le week-end, quoi. Si tu as des problèmes au taf, c'est très compliqué le week-end d'être un rayon de soleil. Euh, et plus ça impacte plus tu transformes d'un rayon de soleil à un orage, ben plus c'est un signal important que ben, t'as pas un bon équilibre vie pro, vie perso. Et comment toi tu fais justement pour pas ramener les problèmes du travail à la maison? Ben, je sais pas si j'y arrive. Ça dépend des situations. Je pense que ça vient avec l'expérience, où à force de voir des situations un peu problématiques, tu arrives à relativiser, t'as des boss, donc voilà, tu, tu arrives à passer à autre chose au fur et à mesure. Est-ce que j'y arrive? Pas tout le temps, pour être complètement transparent. Et je dirais, ça, c'est peut-être aussi pour moi un enjeu euh, auquel je dois répondre pour me permettre d'aller plus loin et de scale un peu plus sur mon rôle d'engineering manager jusqu'à un jour avoir un poste peut-être de VP ou de CTO. Et alors justement, vraie question, est-ce que il faut vraiment que les sujets et problématiques du travail restent au travail? Parce que j'ai l'impression que le fait de pouvoir en parler dans sa vie perso, alors évidemment de manière mesurée, hein, mais le fait de pouvoir en parler dans sa vie perso, c'est peut-être aussi le moyen d'avoir un regard extérieur et un petit sas, tu vois, de décompression, parce que la manière dont et le détachement dont tu vas te confier aux personnes qui te connaissent est très différente de la manière dont tu pourrais en parler à des collègues dans le travail, tu vois. Donc si tu cloîtres ça, j'ai l'impression entre les quatre murs du travail, parce que des fois t'as pas le recul ou tu vois l'avis extérieur nécessaire pour avancer ou lâcher un peu prise. Je trouve que c'est très intéressant, cette approche. Euh, moi j'y arrive pas. Euh, voilà, il suffit que quand je discute avec ma femme, elle évoque un cas de contrainte professionnelle, que mon cerveau directement s'active sur mes propres problèmes. Donc, ma stratégie, c'est plus ne pas, ne pas y penser et de cloisonner ça entre quatre murs. Mais je comprends tout à fait que ça convient pas à tout le monde et que ma femme, elle a besoin, par exemple, de se libérer de ça. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Et alors justement, tout à l'heure, on a parlé rapidement de la charge mentale sur toi et tu m'as vite fait évoquer des collaborateurs. C'est des sujets que toi t'évoques ouvertement avec tes devs et de manière proactive. Alors, au sein de l'entreprise, c'est un sujet qui est mis sur la table. Euh, et ça, c'est très bien. Et donc, ça nous aide à en parler. Donc, on parle de santé mentale, on a accès à des webinars qui sont organisés en interne, on a accès à une plateforme qui s'appelle Plume. On a aussi la possibilité de discuter avec des professionnels de la santé de manière privée pour parler de ces problèmes pro ou perso, pour nous aider à les surmonter. Euh, J'essaye dans mes one-one aussi de régulièrement prendre un peu le pouls, de voir comment s'est passée ta semaine, voilà, c'est quoi ton niveau un peu c'est quoi ton, ton moral actuellement d'un point de vue pro et perso, parce que l'un ne va pas sans l'autre souvent. Les gens qui ont des problèmes perso, ben, c'est compliqué pour eux aussi d'être des rayons de soleil le lundi matin au travail. Donc je pense que c'est bien d'en parler aussi pour un peu créer une transparence et pour des fois avoir un peu plus d'indulgence dans certaines situations. Voilà.
quand il y a des problèmes, c'est important d'en être informé, même si il n'y a aucune obligation d'en parler. Est-ce qu'il y a des outils ou des techniques que toi tu trouves indispensables pour ton travail au quotidien? Euh, je pense que la to-do list, c'est lié à la santé mentale. Mais écrire tout ce que tu as en tête, quand tu as l'impression notamment d'être surmonté, d'avoir plein de choses qui arrivent, plein de demandes, tu mets ça dans une liste, tu les priorises, tu leur mets un niveau d'importance. Si tu arrives à faire ça, tu vas tout de suite, le fait de le rendre visuel le rend beaucoup plus facile à ingérer et à traiter. Donc, je pense qu'en tant que manager, notamment quand tu es manager, tu es plus sollicité à des interactions et à des problématiques diverses. Le fait de l'organiser comme ça fonctionne bien. Et soit je le fais sur ma propre to-do list, et idéalement, je le fais sur le backlog produit ou sur le backlog tech, pour que voilà, on a un problème, on le note, on le met dans une prochaine itération de dev, et puis on sait que ça va venir, mais du coup, on s'est vidé la tête. Voilà, c'est un peu le côté se vider la tête qui est important. Back to basic, très important, la to-do list. Voilà. C'est quoi la ressource qui a eu le plus grand impact sur ton parcours? Que ce soit un livre, un cours, un podcast, une conférence, peu importe. C'est difficile à dire avec le recul sur 10-15 ans. Mais si on reste focus sur la partie engineering management, il y a un bouquin en particulier qui est un peu ma bible de chevet, que j'ai déjà lu une ou deux fois et que je devrais relire, qui est The Manager Pass de Camille Fournier, qui est super facile à lire de mon point de vue parce qu'il est découpé en plusieurs sections sur là où tu en es un peu dans ta carrière. Et c'est pas forcément un livre que pour le management, c'est aussi un livre qui couvre des aspects un peu de mentoring, parce que quand tu évolues en tant que senior dev, c'est un peu la première section. Tu commences par faire du mentoring d'un dev junior qui est au sein de ton équipe, mais tu n'es pas manager. Ensuite, tu commences à être une responsabilité de tech lead, mais pas de manager, parce que tu vas gérer un projet et faire un peu de la préparation de projet pour quelques développeurs. Et après, tu deviens manager, puis manager de manager. Ça apporte ensuite... et si tu veux, tu as un peu l'histoire du scale du manager, des bases en tant que dev, jusqu'à un poste presque exécutif. Donc, moi, je trouve que c'est un super bouquin. Moi, je l'ai lu aussi et effectivement, je le recommande souvent. Et moi, je l'ai lu vraiment dans le cadre où j'étais contributeur individuel d'une équipe. Hein, j'étais pas du tout manager ou autre. Et je l'ai adoré parce que ça m'a aussi permis de prendre conscience et de m'ouvrir les yeux sur le rôle des autres personnes avec qui je travaillais, qui étaient potentiellement, entre guillemets, plus haut que moi. Et du coup, ouais, quelles étaient leurs problématiques, leurs préoccupations et leurs tâches du quotidien. Et ça m'a vachement ouvert les yeux sur, en fait, comprendre leurs enjeux et du coup collaborer mieux ensemble, quoi. Très bonne idée, je trouve, d'avoir une approche comme ça un peu holistique et d'ouvrir ses points de vue, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a une découverte récente que tu voudrais nous partager, qui est pas forcément pro d'ailleurs, hein, ça peut être tout à fait random, un livre, un service, une astuce, ce que tu veux. Alors, c'est un peu lié à mon stand-up, cet exercice de travailler un peu sur le futur. Je dirais pas que c'est une découverte, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai eu dans le coin de la tête, mais c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire aujourd'hui avec mon équipe, avec les équipes de dev. C'est de leur donner de la visibilité sur ce qui arrive aussi sur le plus long terme, pour qu'ils comprennent mieux le pourquoi et le comment on va dans une direction commune. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, Jean-Sébastien, pendant notre discussion? Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Tu m'as bien sondé déjà. Je sais pas si on a parlé beaucoup de la partie people management, mais plus de ma perception du rôle. Et je pense que ça dépend, encore une fois, beaucoup des organisations, des individus et des appétences de chacun. Donc voilà, je pense que c'est important de garder en tête que ça, c'est ma vision des choses et elle n'est pas forcément généraliste. Je te remercie de nous l'avoir partagé en tout cas.
Merci beaucoup, Donatien. C'était un plaisir. C'était top. Salut. Salut. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.